Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, première municipale de l'après-révolution en Tunisie. Ce dimanche, premières élections municipales post-Ben Ali, mais sans grand engouement. Plus de 60% des Tunisiens ne sont pas allés voter. Un avertissement de taille adressé à la classe politique, une défiance à l'égard des dirigeants. Le décryptage avec nos invités dans quelques instants. Puis la République démocratique du Congo qui tente de protéger son marché. Importation de farine et de sucre blanc désormais interdite. Protection du marché des Congolais, mais avec quels instruments de régulation? Les autorités ont-elles les moyens de cette politique? On en parle dans 20 minutes. Et dans notre zone société, direction le Bénin, 2 ans après l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, quelles avancées en matière de lutte contre la pauvreté? Et c'est un bilan extrêmement mitigé pour le gouvernement qui vient de s'armer d'un plan national de développement. Et pour débattre de ces actualités avec moi sur ce plateau, monsieur Patrick Mboyo, bonsoir. Bonsoir Zahra Mohamed. Vous êtes juriste et enseignant à l'université d'Evry. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés également, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zahra et bonsoir à toutes nos spectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. Les Tunisiens aux urnes donc ce dimanche pour les élections municipales, première municipale depuis la révolution de 2011, des élections reportées à 4 reprises déjà depuis 2015. Il s'agissait de voter pour les conseillers des 350 municipalités. 57 000 candidats étaient en liste, des conseillers qui ont quelques semaines à présent pour élire les maires. Ça sera à la mi-juin, annoncé comme crucial pour enraciner la démocratie dans le pays. Le scrutin, en tout cas, de ce dimanche a néanmoins été marqué par une abstention record. Seul un Tunisien sur 3 est parti voter, Gladys Mamba. 5 369 892. C'est le nombre d'électeurs tunisiens qui étaient attendus aux urnes dimanche 6 mai pour les premières élections municipales depuis la révolution de 2011. Ils sont pourtant bien moins à s'être déplacés dans les bureaux de vote. Le taux de participation serait estimé à près de 33%, une abstention record, malgré l'enjeu considérable de ce scrutin municipal. Les élections municipales sont un message non seulement pour les Tunisiens, mais pour le monde entier, selon lequel la Tunisie est en bonne voie pour consacrer la démocratie comme une pratique régulière, pas un slogan. Des différends peuvent surgir entre les sensibilités politiques qui sont capables d'être au service de la Tunisie. Ces premiers scrutins municipaux post-révolution constituent la 3e phase du processus de transition démocratique avant les élections législatives et présidentielles prévues en décembre 2019. Un processus électoral destiné à tourner définitivement la page des 23 années passées sous le régime du président Ben Ali. Ces élections ont suscité peu d'engouement chez les jeunes, pourtant initiateurs de la révolution de Jasmin. Les jeunes ne sont pas représentés complètement. C'est un pays jeune qui a les aspirations d'une jeunesse qui en réalité en roue libre. Les politiques sont pour la plupart des vieux. Dans un pays jeune, c'est un autre paradoxe. Et je pense que c'est une manière de manifester leur désaveu de la politique. C'est une sorte de vote sanction. Mais ça ne concerne pas uniquement les jeunes. Selon les premières estimations, les 2 principales grandes formations politiques, à savoir Ennahda et Nida Tounes, arrivent sans surprise en tête. Les résultats officiels devraient être délivrés au plus tard, mercredi 9 mai. Alors un scrutin sans surprise qui, selon les sondages, devrait signer la victoire d'Ennahda, le parti islamo-conservateur. Avant d'en parler, tout d'abord, ce chiffre, 33,7%, c'est donc le taux de participation, chiffre communiqué par la commission électorale tunisienne. Très faible donc taux de participation. Le grand gagnant, c'est donc l'abstention. Patrick Boyo, c'est un véritable camouflé là pour le gouvernement. Pour le gouvernement, mais aussi pour toute la classe politique, puisqu'il faut préciser que le gouvernement tunisien est composé des personnalités qui ont reçu la confiance du Parlement
où il y a Ennahda, le parti islamiste, tel qu'il est présenté, mais aussi d'autres partis comme Nida Tounes, le parti du président, du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas pu jusqu'à présent montrer un petit peu le cap à la jeunesse. Comme il a été très bien dit dans votre reportage, c'est la jeunesse qui a été porteuse de la révolution de 2011. Or, depuis l'arrivée du président Essebsi en 2014, mais aussi l'installation du gouvernement et tout ce qui a été fait, la jeunesse ne sent pas trop sa part, ne se retrouve pas concrètement dans cette révolution qu'ils ont voulu pour le changement. N'oublions pas l'origine des problèmes, c'était l'amélioration du niveau de vie des jeunes, mais aussi leur donner de l'emploi. Or, aujourd'hui, en Tunisie, nous avons plus de 15% du chômage, et parmi les 15% des chômeurs, c'est 90% les jeunes. Le personnel politique, il est pratiquement vieux, pour ne pas dire sénile. Et regardez simplement, prenez l'âge du président Essebsi lui-même, il a plus de 80 ans, le Premier ministre, le président, l'Assemblée. Donc on se retrouve dans une situation où on retrouve les mêmes qui étaient avec Ben Ali, puisque le président de la République aujourd'hui était président de l'Assemblée nationale sous Ben Ali. Donc, et lui-même, il a dit que ce n'est pas un péché d'avoir travaillé avec Ben Ali. Donc on retrouve les anciens qui étaient modérés un petit peu, qui ont travaillé sous le régime de Ben Ali, et qui se retrouvent avec les mêmes personnes du même âge, et la jeunesse ne trouve pas sa part. D'où le boycott pratiquement de cette élection. Mais aussi, il faut préciser quelque chose, la nouveauté avec cette élection, c'est que la première fois, les forces de sécurité et de défense ont pu voter. Le 29 avril, c'était le scrutin, en tout cas l'avant-scrutin qui a été organisé pour les policiers et les militaires. On retrouvait déjà certains remous par rapport à cette élection pour dire que oui, nous voulons bien voter, mais il faut que ce vote ait un sens, il faut qu'il y ait des réformes, un changement des conditions de travail, mais ils ont même parlé du niveau de vie de la population qui les met parfois en porte-à-faux par rapport à leur devoir de protéger les institutions de la République de Tunisie. Jean-Marie Bitomo, ce taux de participation était complètement prévisible au regard de l'intérêt que les Tunisiens ont porté à la campagne pour ces municipales. C'est un taux de participation qui, personnellement, ne m'étonne pas. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà un pays comme la Tunisie. La Tunisie a vécu, si vous voulez, bon, ce qu'on nous dit en Afrique de temps en temps, les pays occidentaux, c'est de la dictature et tout ce que vous voulez. La dictature, je veux faire une petite parenthèse là-dessus. Vous allez me dire s'il y a une dictature en Allemagne, quand Merkel passe 4 mandats, quand vous allez en Union soviétique, vous en trouvez. Bon, bref, ça c'est une parenthèse et je la ferme. Pour revenir maintenant, si vous voulez, à la Tunisie. La Tunisie, ça voudrait dire quoi? On nous a parlé des révolutions arabes. Les révolutions arabes, ce que les pays africains, ce que M. Mboyo vient de dire là tout à l'heure, les pays africains, nous n'avons pas compris. C'est que la jeunesse capte très vite, comment dirais-je, les mouvances du monde. Ils sont dans la dynamique. Mais malheureusement, dans nos États en Afrique, on se concentre, si vous voulez, à se dire que oui, les autres sont là, ils ont l'expérience. Si vous avez une expérience et que vous ne comprenez pas la dynamique mondiale telle qu'elle se produit, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, c'est... Si vous voulez, de mon point de vue, c'est un retard pour nous les Africains. Donc, ce qui se passe en Tunisie, ça ne m'étonne pas. On a eu, avant l'élection de la Tunisie, là sont les législatives, je suis d'accord. Mais avant l'élection de la Tunisie, nous avons eu l'élection, comment dirais-je, de l'Égypte, du président de la République. Nous avons commenté ça sur ce plateau Zahar. Il y avait quel taux de participation? Donc, à partir de là, nous les Africains, nous devons nous poser la question suivante. Nous voulons bien que nos pays émergent. Nous voulons cultiver la démocratie. Mais quelles sont les modalités que nous mettons en place pour que cette démocratie-là soit une démocratie vivante en tant que telle? Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On nous parle tout simplement de l'expérience, de l'âge et tout ce qui s'ensuit. Je vous rappelle que Kennedy a été un des plus jeunes présidents à son époque et tout dans les années 60 aux États-Unis. Ça n'a pas posé de problème, mais ça pose un problème chez nous. Donc le taux de participation, là, c'est qui? Et le taux de participation est lié au fait suivant. C'est que les gens n'ont pas su lire, comment dirais-je, le printemps arabe. Quelles sont les causes, quels sont les effets? Tout le monde s'est arrêté aux effets ou aux conséquences, en oubliant que quand les jeunes se rebellent dans nos printemps arabes, c'est lié à une chose simple, c'est-à-dire qu'il y a une variable non seulement à attribuer à l'Afrique, mais au monde entier. Comment se fait la répartition du PIB mondial en tant que tel? Nous avons tous vu ici, là, moi j'ai passé des émissions ici, là, Ben Ali, bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les palais là où il vivait. Mais le Tunisien moyen, il vivait où?
C'est ça que nos dirigeants ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un écart tel que, quel que soit quand on nous parle des gouvernements en Afrique, comme vous voyez chez nous, les ministres en Afrique sont plus riches que les chefs d'État européens. Donc à partir de là, c'est-à-dire nous copions tout simplement la dynamique de la mauvaise répartition du PIB mondial et nous l'accentuons chez nous en Afrique. Moi, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est la réalité en tant qu'analyste, c'est ce que je vois en termes de politique. Donc, à partir de là, je ne suis pas du tout étonné. Le paysage politique n'a jamais été stabilisé dans ces pays-là qui ont subi le printemps arabe. Après le printemps arabe, vous avez eu des émeutes dans nos pays, dans l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les jeunes qui se levaient, qui allaient dans la rue, qui allaient se dire que non, les choses ne vont pas bien, Zahra. Donc à partir de là, pour moi, ce n'est pas étonnant. Il faut que nos dirigeants se rendent compte d'une chose, c'est que le monde, c'est un monde dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'immobile. Donc on part toujours du présupposé que oui, parce que nous avons l'espérance. Vous avez l'espérance, je veux bien. Vous avez cette expérience, c'est bien. Moi, je suis déjà à cet âge-là. Je ne suis pas un jeune pour dire que c'est un jeune qui va crier vers... Monsieur Mboya pourra en parler. D'accord? Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous ne stabilisez pas la scène politique dans un pays, que vous informez les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui sont l'avenir de tous nos États africains. Donc finalement, c'est un déphasage des politiques, exactement, avec, des politiques avec leur jeunesse. La réalité véritablement des Tunisiens. Vous avez évoqué tout à l'heure, et Jean-Marie aussi, cette conjoncture économique extrêmement fragile, plus de 15% de taux de chômage qui frappe surtout les jeunes, et puis voilà, une inflation qui frôle les 8%. Donc c'est cela véritablement qui fait que les Tunisiens, les jeunes surtout, ne se sont pas déplacés Exactement, parce que la logique, elle est telle qu'on se pose la question. En tant que jeunes, nous avons compris que les coups d'État n'ont rien apporté en Afrique. Donc, ce n'est pas la peine d'aller tenter des aventures où on va prendre des armes pour tuer ses propres frères ou tuer ceux qui sont au pouvoir et venir amener une révolution qui n'a pas lieu d'être. On procède maintenant par un discours bien rodé, bien préparé. Et ce discours amène à des révolutions pacifiques, si on peut le dire ainsi. Ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé en Tunisie. Mais qu'est-ce qu'on remarque derrière? Que ces révolutions, ces changements portés par les jeunes sont confisqués par ceux qui ont été à l'intérieur des appareils sécuritaires politiques qui ont été défaits par les jeunes. Et ces personnes reviennent aux affaires avec un logiciel périmé. Et ils s'entourent des personnes qui ont été les mêmes pendant plusieurs années. En fait, ils ne comprennent pas qu'il y a 20 ans, 30 ans, le canal de communication principal était la chaîne de télévision nationale ou le journal de la radio où on avait un présentateur qui faisait un petit peu le rôle de communicant de tous les ministères et de toutes les institutions. Or, aujourd'hui, l'information passe par la communication simplement sur son téléphone, par les échanges sur différents réseaux sociaux et on essaye de puiser les idées. Chacun essaie un peu de suivre la personne qu'il peut l'influencer de manière plus ou moins positive afin qu'il puisse avoir son épanouissement personnel. Ces aînés, nos aînés, malheureusement, je ne peux pas les traiter tous des vieux ou des séniles, peut-être j'ai été un peu fort sur ces termes, mais nos aînés ne comprennent pas que les choses ont changé. Le risque maintenant, face à cette situation, c'est quoi? Les jeunes ont tenté une révolution qui a marché, mais ils voient que ça a été confisqué. Conséquence, ils boudent les urnes. On l'a vu en Égypte, comme c'était bien dit, on le voit maintenant en Tunisie. Quel est le risque maintenant? C'est le dédain. Le dédain de la politique et le découragement. Et quand le découragement de ceux qui ont l'ambition de changer les choses correctement arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les dangereux qui vont maintenant arriver avec des méthodes plus ou moins complètement répréhensibles, c'est-à-dire là je pense au terrorisme, je pense au banditisme, je pense à tout ce qui est obscur, tout ce qui peut amener vraiment l'obscurantisme dans ce pays. Et c'est ça le risque que je suis en train d'envisager pour ces pays-là. Il serait temps maintenant que les dirigeants comprennent que les choses qui sont en train de se passer, le langage que les jeunes sont en train de leur faire comprendre d'une certaine manière, ce langage c'est un langage pacifique. C'est que si ils pensent que en refusant un petit peu de passer par la violence, en prenant les armes ou procédant par des coups d'État comme que les jeunes officiers auraient pu faire, qu'ils refusent de faire maintenant, ce sont les djihadistes, ce sont les terroristes qui viendront maintenant prendre la place et qui feront face à ces gouvernants. Et là, le danger, ce sera que tout le monde sera perdant. Et l'État
et la population, comme ça se passe actuellement au Nigeria avec Boko Haram, comme ça se passe en Somalie et dans d'autres pays, malheureusement. Alors, je continuerai dans ce qui vient de dire M. Mboyo. C'est-à-dire en Afrique, on ne s'aperçoit pas d'une chose, une chose qui est très très importante. Ça voudrait dire, on nous parle seulement du terrorisme. Sur ce plateau, je dis toujours, quand vous parlez d'une chose, il faut parler de la cause et des effets ou des conséquences comme vous voulez. Mais maintenant, il faut être apte à faire ce qu'on appelle l'analyse de la relation causale. Donc on nous parle de toutes ces choses-là. On se pose la question de savoir d'où vient le terrorisme. Le terrorisme vient du fait qu'un individu, là, je vais faire de la sociologie. Un individu dans ce monde, il a besoin de protéger sa survie. Dès que sa survie, comment dirais-je, n'est plus assurée, qu'est-ce qu'il fait? Cet individu-là passe dans le camp dont M. Boyo parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va devenir brigand tout simplement pour braquer les autres. Donc il faudra en Afrique que nous fassions attention. Ça arrive déjà au niveau mondial. Ce n'est pas seulement chez nous en Afrique. Mais comment dire, les effets en Afrique chez nous sont énormément lourds. Donc il faut que les États africains, nous rendons compte d'une chose, c'est que la répartition du PIB mondial dont je viens de parler là, quand vous avez en Afrique des ministres qui sont plus riches, moi j'appelle sur ce plateau, j'en prends la responsabilité, j'appelle ces gens-là, ce sont les pierres du développement, ce sont, comment dire, des criminels contre le développement de l'Afrique. Et quand vous avez les jeunes Africains qui voient là, qui voient ça se dérouler sous leurs yeux. Ils ont été, c'est-à-dire dans des universités, ils ont fait des études. Maintenant, quand ils sortent de là, il n'y a aucune possibilité de pouvoir travailler parce qu'on va fonctionner par copinage et tout ce qui s'ensuit. C'est le régionalisme. On nous parle ici, là. Nous, les Noirs, ici, là, en France, quand nous nous retrouvons ici, là, les Africains, nous sommes des fois outrés quand la France nous parle du communautarisme. Mais dans nos États en Afrique, nous pratiquons ce communautarisme-là. C'est ça qui jette certains jeunes dans les bras de Boko Haram, dont M. Mboko a parlé là tout à l'heure. Donc il faudrait que nous fassions attention. Il ne s'agit pas tout simplement, et je vais terminer en disant la chose suivante, c'est que nous sommes des Africains. Les Africains vivent dans une société communautariste. Je sais pourquoi je l'ai dit, je suis économiste. Économiste, ça voudrait dire que quand Adam Smith a écrit l'économie politique, il a dit c'est l'individualisme avant tout. Mais sauf que ça ne nous ressemble pas. Quand nous voulons copier ça chez nous, ça fout, comment on dirait, des problèmes un peu partout, parce que le noir, même si vous allez aux États-Unis, c'est-à-dire, il est enclin à vivre avec sa communauté en tant que tel. Il faut que nos dirigeants puissent comprendre ça. C'est que on nous a apporté des modèles qui sont des modèles occidentaux, sauf que l'Africain, je parle toujours de dimensions psychologiques sur ce plateau. Ça voudrait dire même dans le cadre du business. Quand vous allez prendre, c'est-à-dire tous les experts qui nous arrivent de la Banque mondiale, du FMI, ainsi de suite, ces gens-là ne peuvent pas comprendre la réalité de l'Africain. Tout simplement pourquoi? Parce que la distance intellectuelle, psychologique qu'il y a entre la réflexion de l'Africain et de l'Occidental n'est pas la même. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Africain vit en communauté. L'Africain n'est pas l'égoïsme dont on nous apprenait, puisque nous sommes aujourd'hui dans le monde, dans un programme politique où tout le monde nous dit que oui, c'est l'économie qui dirige tout. Je veux bien. Adam Smith nous a dit c'est d'abord l'individu avant tout, donc c'est l'individualisme qui prime et tout ce qui s'ensuit. Mais nous avons les conséquences aujourd'hui, à nous de réparer. Alors, pardonnez-moi, on va continuer de parler de ces élections municipales donc, qui sont tenues ce dimanche en Tunisie, mais on va marquer une courte pause. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.